Bonsoir à tous, merci d'être venus pour ce... J'ai réveillé des gens, ça faisait trop longtemps qu'il n'y avait plus de bruit. Oui, donc bonsoir à tous d'être venus à ce nouveau Meetup Machine Learning qui en plus illustre quelques nouveautés. Donc vous avez pu remarquer qu'il y avait eu un changement d'horaire pour des raisons pratiques de l'intervenant, mais qui a suscité chez nous, enfin Camille et moi-même, un questionnement sur l'horaire que l'on pratiquait, qui était habituellement plutôt de 19h à 21h maximum. Donc on vous a proposé un doodle qui proposait différents créneaux horaires. Et il s'avère que les créneaux de 18h à 20h et de 19h à 21h sont quasiment à l'identique, ils sont largement en tête par rapport aux autres qu'on vous avait proposés. Et donc on se disait avec Camille que peut-être qu'à l'avenir, parce qu'on voit que les têtes changent, alors le lieu a changé aussi, c'est la deuxième nouveauté, on va y venir. Peut-être que si on mettait le créneau entre les deux, 18h30, 20h30, ça permettrait sans doute de toucher un maximum de gens. Donc c'est sans doute ce que l'on fera, on verra aussi avec les intervenants, leur disponibilité bien entendu. Et puis la seconde nouveauté, c'est le lieu. Par le passé, on va essentiellement à la French Tech, on est également allé chez Google à l'atelier numérique, qui est très petit, on va dire, par rapport aux autres salles que l'on a habituellement. Et puis aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on a établi un partenariat avec l'INRIA qui nous ouvre ses locaux et qui nous permet donc de faire des meet-up ici. On les fera pas tous, on en fera encore à la French Tech, mais on en fera quelques-uns durant l'année. Et d'ailleurs, Cécile nous donnera nous fera une rapide présentation de l'INRIA sans doute à la fin. Là, elle est bloquée en bas pour accueillir les gens. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, et je prends l'application Meetup pour pouvoir la lire, parce que comme je connais super bien le sujet, je n'ai pas retenu le nom. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est les représentations complexes en série temporelle pour du machine learning riemannien. Je sais que Riemann est un mathématicien. Voilà, et on a invité Daniel Brooks, qui est un chercheur chez Thales Service dans Thales, qu'est-ce que je dis moi, Thales Service, Thales Land and Air System, LAS pour ceux qui connaissent, qui connaissent la ruche ici à Rennes. C'est une organisation qui fait partie justement de Thales Land and Air System et qui travaille également pour le labo MLIA de l'IPSIS, donc Paris 6. Et qui axe ses travaux de recherche, entre autres, sur le sujet d'aujourd'hui, sujet qui a été l'occasion de papiers scientifiques. Et d'ailleurs, Daniel a contribué à plusieurs papiers scientifiques autour de ces sujets de recherche. Je crois qu'il va en citer un durant sa présentation. Voilà, donc pour parler du sujet concrètement, je vais passer la main parce que moi j'ai dit tout ce que je connaissais. Daniel, je te passe le micro. Merci pour cette brillante introduction. Alors moi je suis juste en thèse, je suis pas encore tout à fait chercheur. Alors du coup je vais vous parler de ce que je fais en thèse, la classification de signaux micro-Doppler, effectivement avec le laboratoire d'informatique de Paris 6. Voici un plan. Alors la première chose qu'on va regarder c'est qu'est-ce que c'est le signal micro-Doppler, à proprement parler. Donc on va y aller tout de suite. Voilà, alors essentiellement, le signal micro-Doppler, c'est la réflexion sur une cible d'une onde émise par un radar. Là, normalement, il y a deux images qui s'affichent, mais elles ne s'affichent pas. Donc, le temps qu'elles chargent, on va pouvoir discuter un petit peu. Alors, donc essentiellement, le signal micro-Doppler, ça va être, sous sa forme la plus brute, une série temporelle de points complexes en phase et en amplitude, qui vont représenter la réflexion de cette onde sur le signal. Donc, le but de cette thèse, ça va être de tenter de classifier ces différents signaux en fonction des variations en amplitude, en phase du signal reçu. Donc, les images n'ont toujours pas chargé, c'est pas grave. On va passer aux images suivantes. Donc, typiquement, un tel signal, on ne va pas l'exploiter directement comme ça, on ne va pas exploiter le signal brut. On va le transformer dans une représentation temps-fréquence, typiquement un spectrogramme, comme par exemple ici. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un simulateur
un simulateur de signaux micro-Doppler. Donc on modélise à la fois le radar et la cible, et ça va nous permettre de générer des signaux simulés qui correspondraient plus ou moins à des signaux réels. Alors étant donné un simulateur déterministe, on va introduire des variabilités inter- et intra-classes de façon à pouvoir obtenir en sortie un générateur de base de données simulées radar. Donc par exemple ici, on voit un exemple déterministe à gauche, et à droite, on voit plusieurs instances différentes de la même classe. Alors concrètement parlant, dans son état actuel, le simulateur simule 3 cibles différentes, donc en l'occurrence des drones, un hélicoptère, un quadricoptère et un octocoptère. Voilà, alors ça c'était pour parler de la donnée un petit peu. Maintenant on va rentrer plus dans le vif du sujet. Donc dans cette deuxième partie, on va regarder des modèles d'apprentissage profond sur ces signaux. Alors, un des leitmotivs qui va revenir tout au long de la présentation, ça va être de chercher à développer des modèles qui vont naturellement, de manière intrinsèque, prendre en compte la structure temporelle du signal. Donc ça va être quelque chose qui va être d'importance tout au long de la présentation. Par exemple, ici, on a représenté un spectrogramme, donc à gauche en tant qu'image temps fréquence. Mais si on regarde à droite, on a une représentation en fait équivalente qui va être une série temporelle de spectres. En effet, cette image que l'on voit à gauche, elle a une structure particulière, c'est pas simplement une image, ça représente l'évolution dans le temps de l'analyse spectrale du signal. Donc en fait, ces deux représentations qui sont strictement équivalentes vont finalement donner lieu à des modèles d'apprentissage différents. Par exemple, si on prend la représentation de droite, donc une série temporelle de spectres, on va pouvoir utiliser la famille des réseaux récurrents. À l'inverse, si on utilise le spectrogramme sous sa forme d'image, temps fréquence, on va pouvoir s'inspirer de la littérature, de la vision artificielle et de l'apprentissage profond, et on va pouvoir s'intéresser au fameux réseau de convolution, CNN. Et plus en particulier, ou de manière un peu plus générale, au réseau entièrement convolutionnel, FCN. Alors, un réseau entièrement convolutionnel, c'est quoi? C'est tout simplement, on prend un CNN classique et on prend les couches entièrement connectées finales et on les remplace par des couches de convolution équivalentes, donc de même dimensionnalité avec une taille de filtre 1 par 1. Et cette modification, elle a beaucoup de propriétés intéressantes. Elle a été développée dans le cadre de l'état de l'art de la segmentation d'images, pas la classification mais la segmentation. Et je vais citer une de ces propriétés qui est celle de préserver la structure temporelle du signal d'un bout à l'autre du réseau. Donc ici par exemple on a l'architecture proposée pour la classification de signaux micro-Doppler, radar. C'est une architecture qui a l'avantage d'avoir un nombre relativement peu élevé de paramètres tout en conservant de bonnes performances sur toutes les expériences menées. Alors ici simplement je fais un zoom sur l'entrée et la sortie du réseau pour illustrer l'importance de cette propriété de conservation de la structure temporelle du signal. Alors en entrée ici j'ai simplement concaténé deux signaux appartenant à deux classes différentes. Et dans ce cas-là, un CNN traditionnel donnerait en sortie simplement un unique vecteur de décision qui correspondrait à une sorte de moyenne de ce qu'il a vu sur l'image. Alors que le FCN, lui, est capable de manière intrinsèque de générer une sortie qui est une évolution temporelle de décision. Donc en haut, ici, on a l'entrée et en sortie, on a la distribution de probabilité sur les classes au cours du temps. Donc on voit que le réseau arrive correctement à prédire que la première moitié du signal appartient à une première classe et la deuxième moitié à une deuxième classe. Oui, l'ordonnée pour l'image d'en bas, c'est les classes. Donc là, on a un problème à 10 classes, par exemple. Donc ceci étant dit, pour l'instant, on a traité nos signaux comme s'ils appartenaient au domaine réel. Mais en vérité, derrière, on a un signal qui est intrinsèquement à valeur complexe. Donc on va voir dans cette partie comment on peut généraliser les réseaux de neurones profonds à des valeurs complexes. Alors en fait, tout ce dont on a besoin pour ce faire, c'est de généraliser la notion de différenciabilité à des fonctions complexes non holomorphiques. Alors une fonction complexe holomorphique, c'est une fonction qui est dérivable comme on l'apprend à l'école, donc au sens de la limite des écarts, des différences finies. Mais beaucoup des fonctions complexes qu'on retrouve dans la vie, par exemple celles qui seraient dans un réseau de neurones,
ne sont pas holomorphiques. Donc il nous faut définir un cadre plus général de différenciabilité de telles fonctions. Alors ce cadre, il existe, il a été développé pendant une cinquantaine d'années, les premiers travaux datent de 1927, et en fait, ça s'appelle donc le cadre, la théorie de Wirtinger, ou CR calculus, et l'idée de cette théorie, c'est d'établir une équivalence entre les fonctions à valeur complexe et les fonctions à valeur dans R2. Donc essentiellement, on va remplacer f de z, avec z complexe, par f de xy avec x et y respectivement la partie réelle et imaginaire de la fonction. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que cette équivalence, elle doit rester cohérente avec l'opérateur différentiel de ces fonctions. Et donc en fait, c'est là qu'intervient la théorie de Wirtinger, c'est que cette équivalence reste cohérente, c'est-à-dire que le gradient de la fonction à valeur complexe va être égal au gradient de la fonction à valeur dans R2. Donc sans trop rentrer dans les détails, ça veut dire que essentiellement on peut représenter notre spectrogramme complexe comme un spectrogramme réel qui aurait deux canaux, qui représentent respectivement la partie réelle et la partie imaginaire, et qu'il nous suffit de respecter quelques contraintes imposées par la théorie de Wirtinger pour réécrire tous nos modules, mais dans le domaine complexe. Donc par exemple ici j'ai écrit ce que ça donnerait pour la convolution, et il y a une petite image ici que j'ai tirée d'un papier qui traite de ça. Donc on a une entrée qui a 2n canaux, avec n le nombre de canaux réels et 2n le nombre de canaux dans l'espace de représentation de Wirtinger. Et pareil pour les couches, pour les bandes filtres de convolution. Et en fait, avec des opérations assez simples, on peut réécrire la couche de convolution, l'inférence, et aussi l'étape de rétropropagation. Et on peut faire de même pour les couches d'activation de batch norm, ainsi que pour l'initialisation des poids. Voilà, donc maintenant qu'on sait faire un réseau à valeur complexe, essentiellement, il pourrait être tentant de faire un réseau qui serait entièrement complexe en fait. Mais il y aurait peut-être quelques raisons qui mèneraient à penser que ce ne serait pas optimal. Par exemple, dans le spectrogramme réel, en fait le spectrogramme réel contient déjà l'information de phase du signal qui se retranscrit dans la partie imaginaire de la donnée. Et donc, réutiliser cette information de phase dans la hiérarchie de couches successives qui se suivent pourrait introduire des redondances. Ça, ce serait un premier problème. Un deuxième problème, ce serait que le spectrogramme réel et complexe ne sont pas sur la même échelle. Il y a une bonne raison pour laquelle on utilise l'échelle logarithmique, les décibels, pour représenter les spectrogrammes. Même visuellement, c'est très pratique. Et donc, on sent qu'il y a un compromis à faire. Donc, ce compromis, on l'illustre ici. Alors, on reprend tout simplement l'architecture qu'on a montrée précédemment, et on va essayer de choisir un moment où on arrête d'être complexe. Et là, purement par l'expérience, de manière heuristique, on a trouvé que la première moitié du réseau pouvait rester complexe, et la deuxième moitié du réseau restait dans le domaine réel. Et on obtenait là les performances optimales à travers diverses expérimentations. Alors ce résultat, il est un petit peu satisfaisant. Alors pourquoi ? La dernière couche complexe, en fait, elle correspond dans le réseau de neurones à la couche de représentation sémantique de l'image d'entrée. Et donc ça veut dire que finalement la façon optimale de faire serait de construire une représentation sémantique de la donnée d'entrée dans le domaine complexe, mais ensuite de faire la classification avec le perceptron, les dernières couches, dans le domaine réel. Voilà, un dernier point sur les réseaux complexes. Jusqu'à présent, on a supposé que c'était une bonne idée de travailler directement sur les spectrogrammes. On a un peu oublié la possibilité de travailler sur les données brutes complexes, parce que c'est souvent comme ça qu'on fait. Or, c'est une problématique qui peut se poser, et qui s'est posée notamment dans le domaine de la vision, où les gens se sont rendus compte, après 2012, les premiers grands réseaux de neurones, que finalement c'était plus performant de travailler sur la donnée brute, l'image,
plutôt que sur des représentations construites à la main comme SIFT ou histogramme de gradient. Et donc là, on peut se poser la même question, est-ce qu'il vaut mieux travailler sur le spectrogramme ou sur les données d'entrée complexes brutes? Et bien en fait, ici, contrairement au domaine de la vision, on peut répondre de manière assez convaincante à cette question. Pourquoi? Parce que ce qui sépare la donnée brute complexe du spectrogramme, ce n'est rien d'autre que la transformée de Fourier. Or, la transformée de Fourier est une convolution, et voilà, en fait tout est dit. Il suffit de prendre l'architecture qu'on a montrée précédemment, de lui ajouter au début une couche de convolution 1D complexe, initialisée avec les atomes de Fourier, et en fait ainsi on simule, on représente dans le réseau même la transformée de Fourier. Et donc après, libre à nous de laisser le réseau réapprendre ou fine-tuner ses poids au cours de l'apprentissage, libre à nous de friser les poids pour simuler simplement l'apprentissage sur le spectrogramme. Mais de cette manière, de quelque sorte, on répond à la question, est-ce qu'il faut travailler sur les données brutes complexes ou le spectrogramme? Chose qui est moins évidente dans d'autres domaines. Voilà, donc là on en a fini pour les réseaux un peu classiques, entre guillemets. On va passer à cette quatrième partie qui traite de l'apprentissage sur des matrices SPD. Alors de quoi est-il question ici? Il y a dans le domaine de l'analyse spectrale, du traitement du signal en général, une notion qui a une connexion assez forte avec la transformée de Fourier, qui est essentielle en traitement du signal, et qui est celle de la covariance ou de l'autocorrélation. La covariance, c'est un opérateur qui, de manière très naturelle, capture les fluctuations temporelles d'un signal. Or, nous prétendons, quand on regarde les spectrogrammes, quand on connaît un peu le signal microdoppler, on se rend compte que ces fluctuations même dans le signal peuvent présenter un caractère extrêmement discriminatif. C'est-à-dire que ça va être plus dans l'évolution temporelle du signal qu'on va trouver des facteurs discriminants plutôt que en regardant le signal de manière statique. Et donc ça pourrait pointer dans la direction de l'utilisation de la matrice de covariance d'un signal temporel comme une bonne façon de représenter le signal pour ensuite construire des modèles statistiques par-dessus. Alors ça sort pas de nulle part, il y a pas mal d'autres domaines qui utilisent les matrices de covariance comme espace d'entrée de représentation. On a l'analyse de vidéo, où on a des images qui bougent. On a la capture de mouvements de type Kinect. Et on a aussi beaucoup en imagerie médicale, en EEG, ECG ou en IRM. Très bien, donc maintenant qu'on a établi qu'on va utiliser la matrice de covariance, il y a des problèmes qui vont se poser. Parce que la matrice de covariance présente une structure géométrique assez particulière qui est celle d'être symétrique définie positive, SPD. Et ainsi, la donnée va plus appartenir simplement à un espace euclidien plat, mais plutôt à une variété riemannienne courbe, qui est celle des matrices SPD. Et donc, tout modèle statistique d'apprentissage qu'on voudra développer par-dessus devra tenir compte de cette contrainte et devra respecter la géométrie sous-jacente de la variété. Alors justement, au niveau modèle, on va s'intéresser encore une fois au réseau de neurones. Et donc il se trouve qu'en 2017 fut développé par le TH Zurich un premier réseau de neurones sur des matrices SPD qui s'appelle SPDNet et que je vais brièvement décrire ici. Alors, de manière similaire à l'apprentissage classique, le but du SPDNet va être, étant donné une variété de représentations d'entrée, de construire, par apprentissage d'une hiérarchie de couches, une variété de représentations finales qui sera plus compacte, mais surtout où les différentes classes seront linéairement séparables. Donc, comme illustré ici. Et pour ce faire, les auteurs introduisent 3 couches différentes. La première, c'est une couche de transformation, donc, qui est l'équivalent dans un perceptron multicouche classique, donc un réseau de neurones à l'état le plus simple, à la couche entièrement connectée. Donc la différence ici, c'est que la matrice de sortie P, à la couche L,
va être le résultat d'une transformation non pas linéaire mais bilinéaire. Donc de part et d'autre, on va multiplier par une matrice W, la matrice d'entrée X. Et là, la première petite subtilité, c'est que X, c'est une matrice SPD, XL-1 ici sur l'équation, et on veut aussi que PL soit aussi une matrice SPD. Et si on multiplie X par une matrice W arbitraire de part et d'autre, on n'a pas la garantie que P sera aussi SPD. Donc, en fait, on est obligé d'apporter une contrainte sur W pour respecter la structure géométrique de la matrice SPD. Et donc, en l'occurrence, il suffirait de contraindre W à être inversible ou de rang plein. En réalité, on la contraint à être orthogonale, semi-orthogonale. Voilà, la deuxième couche introduite par les auteurs, c'est une couche d'activation. Donc l'équivalent dans un réseau classique, ce serait un relus. Et ici, on ne va pas opérer directement sur les entrées de la matrice, parce que là encore, selon la fonction non linéaire qu'on choisit, on ne va pas forcément avoir la garantie que la matrice de sortie sera SPD, mais plutôt on va agir directement sur les valeurs propres de la matrice. Et donc ça induit encore quelque chose qui peut être problématique dans l'apprentissage du réseau. Ça induit de faire, avant le passage à l'activation, une décomposition à valeur propre ou une SVD. Et donc en l'occurrence, l'activation, c'est simplement de seuiller les valeurs propres qui sont trop proches de 0 à une valeur confortable pour que toutes les valeurs propres soient positives, suffisamment loin de 0. Voilà pour l'activation. Et enfin, une troisième couche qui, pour le coup, n'a pas d'analogie, qui n'a pas d'équivalent dans un réseau classique et qui revêt une importance particulière, c'est une couche qui a pour vocation de transformer l'espace la variété de représentation finale en un espace euclidien. Et à quoi elle sert cette couche? En fait, à l'heure qu'il est, on ne sait pas encore, peut-être que ça viendra, mais on ne sait pas encore, dans un réseau de neurones SPD en tout cas, on ne sait pas encore faire la classification directement dans la variété de représentation. Donc pour l'instant, on est obligé de transformer cette variété dans un espace euclidien. Et donc cette couche, ici dans ce papier en tout cas, s'appelle log-eig, pour log eigenvalues, et tout simplement elle va ressembler à la couche d'avant. Ici, on va faire une décomposition en valeur propre, mais à la place de l'activation ici, on va prendre un logarithme. Donc on va tout simplement prendre la matrice qui résulte de le passage au logarithme des valeurs propres. Alors en fait, le choix de ce logarithme, il n'est pas anodin, il est basé sur la théorie de la log euclidienne métrique, développée de nombreuses fois lors du XXIe siècle et du XXe siècle, enfin 2 fois, et qui associe... Moi, je ne vais pas rentrer plus dans les détails en fait. Voilà. Donc tout ça pour dire que cette couche log-eig, elle présente une importance sur laquelle on pourra revenir plus tard si on a le temps. Donc voilà pour le réseau SPDNet tel que décrit en 2017. Alors, tout comme pour les réseaux profonds qu'on avait vus précédemment, il est possible d'utiliser les nombres complexes. Donc concrètement, on va, au lieu d'estimer une matrice de covariance réelle, on va estimer une matrice de covariance complexe à partir de nos nombres complexes d'entrée, et la matrice sera maintenant hermitienne, donc HPD. Et donc nous avons développé un HPDNet qui, dans certains scénarios, pas tous, dans certains scénarios, obtient une meilleure performance dans les expériences. Voilà, maintenant, avant de passer à la prochaine partie, il y a un point qui est assez important, dont l'importance sera révélée plus tard. On a dit qu'on pouvait travailler avec un SPDNet ou un HPDNet sur la covariance du signal d'entrée. Mais justement, sur quel genre de signal? En fait, ça s'applique aussi bien au signal sous sa forme brute, les données complexes brutes, aussi bien au spectrogramme, qu'il soit réel ou complexe, mais en fait aussi à n'importe quelle représentation temporelle du signal. Donc ça nous mène en fait directement à la prochaine partie, qui est la pipeline globale de classification temporelle. Alors pour résumer un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a vu que le signal radar microdoppler pouvait se représenter
de plusieurs façons différentes. Et qu'à chacune de ces représentations, on associait un modèle d'apprentissage assez différent aussi. Et donc là, la question qui se pose, c'est quelle va être la meilleure représentation, quel va être le meilleur modèle d'apprentissage. Et en fait, selon les scénarios, cette réponse risque d'être différente à chaque fois. Et voilà. Et en fait, l'objet de cette partie, ça va être de montrer qu'on peut mélanger, qu'on peut fusionner toutes les différentes représentations et les différents modèles en une unique pipeline de classification globale. Et cette pipeline ressemble à ça. Alors, en haut à gauche, on a le signal complexe brut d'entrée. Et si par exemple on reste sur la première ligne, on voit que ce signal complexe brut d'entrée, il va passer dans une couche de convolution de Fourier, donc l'équivalent de la FFT, qu'on apprend ou pas. Ensuite, il va aller dans les couches du FCN, et ensuite on va faire la classification. Mais par exemple, si on bifurque de cette ligne dès la première colonne, on voit qu'on peut, à partir du signal brut d'entrée, estimer des matrices de covariance et ensuite faire la classification avec un SPDNet ou un HPDNet. On voit aussi qu'on peut faire passer le signal brut d'entrée à travers la couche de convolution de Fourier et ensuite estimer une matrice de covariance à partir du spectrogramme, qui est une série temporelle de spectres, encore une fois complexe ou réelle, et ensuite faire la classification avec un SPDNet ou HPDNet. Mais aussi et surtout, on peut estimer la covariance directement des features temporelles du signal apprises par le FCN. Et ça, on peut le faire seulement parce qu'on a explicitement choisi un modèle profond du premier ordre qui respecte de bout en bout la structure temporelle du signal. Et donc c'est là que l'importance d'avoir un modèle entièrement temporel de bout à bout prend toute son importance. C'est parce qu'on peut brancher tous ces différents modules sans perdre la notion de localité temporelle du signal. Et donc en fait, c'est ce modèle qu'on prétend, d'une certaine manière, c'est un concept qu'on peut discuter, mais qui prend en compte un petit peu toutes les représentations et tous les modèles différents qu'on a vus jusqu'à présent. Ce modèle, si on le dessine, il ressemble à ça. Donc pour synthétiser, on a le signal d'entrée complexe brut qui passe par la couche de convolution de Fourier qui nous donne un spectrogramme qui est passé dans les couches hiérarchiques du FCN dont on extrait un feature temporel dont on estime une matrice de covariance qui est ainsi passé dans un SPDNet ou HPDNet et ainsi on peut faire la classification. Et donc c'est ce modèle en fait qui est assez satisfaisant de constater dans les expériences qu'on verra qu'il arrive à performer mieux que tous les autres modèles, en tout cas dans les expériences qu'on a faites, mieux que tous les autres modèles dans différents scénarios. Donc justement, on peut passer aux résultats. Alors c'est un peu fourre-tout et les images s'affichent pas, donc c'est pas forcément évident. Mais ici, en fait, on montre dans cette courbe que on compare les différents modèles profonds qu'on a décrits au tout début, dans la deuxième partie. On les compare dans différentes configurations radar. Donc, si vous vous souvenez bien, on avait construit un simulateur de données radar. Et en fait, l'intérêt de faire ça, c'est bien qu'on ait accès à des données réelles. L'intérêt de faire ça, c'est qu'on peut simuler autant de scénarios difficiles. Parce que, contrairement à d'autres domaines, et similairement à d'autres, la donnée radar, elle est très chère à acquérir. Donc, il y a un réel intérêt à développer un simulateur, ne serait-ce que pour benchmarker des modèles dans différents scénarios. Donc, ici, comme on pourrait le voir, on voit que à différents niveaux de bruit et à différents niveaux à différentes formes d'ondes émises du radar, on verrait que le FCN est celui qui performe le mieux par rapport au RNN, ou alors par exemple à un benchmark, un perceptron à quelques couches, ou alors la régression logistique. Voilà. Ici, c'est un graphe qui montre encore une petite conséquence importante d'avoir la structure temporelle du réseau entièrement convolutionnel versus un CNN. Alors ici, ce qui se passe dans ce graphe, je ne l'ai pas beaucoup annoté parce qu'il était assez expérimental. En abscisse, on a la durée du signal que je mets dans le réseau de neurones, dans le FCN. Et en ordonnée, on a la précision de prédiction. Et en fait, 0, ça correspond à une
une taille standard, donc ce serait la taille la durée du signal qu'on mettrait dans le CNN correspondant. Et plus on augmente la taille, on va de 2,5, 5, 7,5, c'est-à-dire plus on s'autorise à avoir un signal long que l'on met dans le réseau de neurones, dans le FCN. Et en fait, un CNN, lui, serait bloqué à l'étape 0. Ici, il donnerait une certaine performance. Par exemple, pour la courbe verte, il donnerait 94% à peu près de classification. Et il serait bloqué là, quelle que soit la durée du signal qu'on lui donne. Le FCN, à l'inverse, il va progresser. Plus le signal est long, plus la sortie temporelle va être longue et précise, et plus la prédiction sera précise. Voilà, donc ça c'était un intérêt de conserver la structure temporelle du signal. Maintenant on va commencer à parler de données réelles, et surtout de la transition entre données réelles et simulées. Alors ici par exemple on a un exemple de données simulées sur un des drones qu'on a vu tout à l'heure, le Vario, c'est un hélicoptère, et ici c'est un exemple réel. Voilà. Donc je ne connais pas les configurations dans lesquelles ce signal a été acquis, donc il y a sans doute du bruit différent, sans doute un échantillonnage différent, des conditions différentes. Je sais juste que c'est la même cible. Et dans ce graphe, on va illustrer l'intérêt d'utiliser des données simulées dans des scénarios réels. Donc on a 3 courbes ici. On a une première courbe qui est bleue. Alors, juste encore une fois, l'ordonnée, c'est la précision du modèle, l'accuracy. Donc 1, c'est 100%, donc c'est parfait. Et en abscisse, c'est la courbe d'apprentissage du réseau, en validation. Donc, on se donne cette fois-ci une base de données de signaux réels. Et on va apprendre notre réseau sur ces signaux réels. Et ça va nous donner la courbe bleue. Très rapidement, on arrive à une performance en validation parfaite. Donc ça, c'est très bien, mais on peut se mettre dans un scénario un peu plus compliqué où un opérateur n'observe que pendant un très court instant une nouvelle cible qu'il n'a jamais vue. Donc par exemple, on va ici diviser, pour simuler ce scénario, on va diviser la taille du training set, de la base d'apprentissage, par 50. Donc concrètement, on va apprendre sur quelques secondes de signaux reçus d'une cible qu'on n'a encore jamais vue, et on va recommencer l'apprentissage. Et ça donne la courbe orange. Donc là, on se rend compte que le même réseau qui marchait très bien avant, il marche plus. Et ça, c'est typique des réseaux profonds. Si on leur donne peu de données, ils vont assez vite s'écrouler en fait. Et ce qui est intéressant ici, ça va être la courbe verte. La courbe verte, on a préappris ce même réseau sur des données simulées et on a simplement fine-tuné la dernière couche à ces quelques secondes de nouvelles données observées. Et alors là, ce qu'on voit, c'est quelque chose qui est loin d'être parfait, mais quand même, il y a un fort gain par rapport à la courbe orange. Donc ça, c'était pour dire qu'il y a un intérêt, dans le domaine radar en tout cas, dans d'autres, c'est sûr, de préapprendre des réseaux sur des données simulées pour ensuite faire du transfer learning sur des données réelles. Donc ça a des applications concrètes pour un opérateur radar. Ici, je présente quelques résultats sur des données réelles, mais on peut aller vite. Il y a des métriques, il y a des... Oui, toutes les images ne s'affichent pas. Ici, on va en revenir plus tard. Alors, dans ce tableau, on résume un petit peu les performances des différents modèles, de tous les différents modèles qui ont été évoqués jusqu'à présent, y compris la pipeline globale qu'on a vue tout à la fin. Alors, si on regarde la première colonne, 100%, ça indique qu'on se laisse 100% de la donnée, 100% de toute la base d'apprentissage qu'on se met à disposition. Et on va évaluer la performance en validation des différents modèles. Donc SPDNet, FCN, FilterNet et SpectroSPD, ça correspond à faire un SPDNet sur les spectrogrammes. Et FTCovNet, c'est la pipeline globale. C'est pas un très beau nom. Donc là, on observe par exemple que le FCN performe à 98,9%. Donc c'est très bien. En fait, on n'aurait pas vraiment besoin de faire mieux. D'ailleurs, les modèles SPDNet, SpectroSPD aussi, performent moins bien. Donc, ils ne sont pas utiles ici. Par contre, si on commence à diminuer la quantité de données d'apprentissage, donc on passe à 20%, 5%, on se rend compte que le FCN, si on regarde donc la deuxième ligne, le FCN, sa performance commence à s'écrouler pas mal jusqu'à finalement
tomber en dessous de tous les autres modèles. Donc dans les 5%, le FCN est celui qui performe le moins bien, alors que les modèles type SPDNet sont restés beaucoup plus robustes au manque de données. Et c'est le FT-Covnet, donc la pipeline globale, qui finalement conserve à la fois la meilleure performance et la meilleure robustesse dans tous les scénarios, en diminuant la quantité de données d'apprentissage. Alors ici, j'ai 2 slides de résultats aussi pour rappeler, disons, illustrer un autre intérêt d'utiliser des modèles de type SPDNet. La représentation sous forme de matrice de covariance, c'est quelque chose de très générique. Dès qu'on a un signal qui présente une structure temporelle, une structure spatiale ou autre, on peut représenter ce signal sous forme de matrice de covariance. Comme je l'ai dit, ça se fait dans d'autres domaines. Et dans le cadre de ces thèses, on a aussi appliqué les méthodes de type SPDNet, pas seulement aux données micro-Doppler, mais aussi à des données audio, à des données vidéo, à des données Kinect. Et c'est à peu près tout. Et donc là, on montre quelques résultats qu'on ne va pas détailler. Et je vais conclure, mais en fait, après, il y a une autre partie, donc je ne vais pas conclure, parce qu'il y a un peu le temps. Donc on va revenir sur SPDNet. Et on va entrer un peu plus dans les détails, parce qu'ils sont intéressants. Donc avant d'entrer un peu plus dans les détails, il y a 2-3 choses à savoir sur les variétés riemanniennes. Donc une variété riemannienne, c'est quoi? Alors une variété riemannienne peut être localement approximable par un espace euclidien qu'on appelle plan tangent. Donc par exemple, une sphère, c'est une variété riemannienne, et nous, si on se place à un point de la sphère, la Terre semble plate, donc c'est le plan tangent en autre point, là où nous sommes. Une variété riemannienne est également munie d'une métrique locale, qui est définie en chaque point, et qui va à son tour définir la distance locale métrique, qui est en fait la déformation d'une distance euclidienne par une quantité G qui dépend du point de référence, quantité G qu'on appelle le tenseur métrique. Et enfin, une variété riemannienne est dite différenciable si ce tenseur métrique G est différenciable en le point de référence. De plus, il se trouve que ça c'était une variété riemannienne, la sphère. Il en existe beaucoup d'autres, et les distributions de probabilité, notamment les familles exponentielles, sont également des variétés riemanniennes. Et il se trouve que pour toute famille exponentielle, le tenseur métrique n'est autre que la fameuse matrice d'information de Fisher, FIM, qu'on retrouve beaucoup en statistique, notamment dans la borne de Cramer-Rao, et que dans le cas gaussien, donc une famille exponentielle gaussienne, ceci nous mène à la métrique suivante, qui ne s'affiche pas, ce qui n'est pas grave. Et à partir de cette métrique locale, on peut construire la distance globale qui est le résultat de l'intégration de la distance locale le long de la géodésique reliant 2 points, la géodésique étant définie comme le chemin le plus court reliant ces 2 points. Et donc finalement, tout ça pour dire que la métrique globale dans le cas gaussien, donc entre 2 distributions de probabilité gaussiennes P1 et P2, la distance qui va les séparer en termes de géométrie différentielle, ça va être la suivante. Distance entre P1 et P2 égale 1/2 de cette quantité avec 2 bar F, la norme de Frobenius. Cette métrique, elle présente une grande importance dans la littérature qui traite de l'analyse des distributions gaussiennes de manière équivalente des matrices de covariance, et se présente sous plusieurs noms, dont un qui apparaît souvent, Affine Invariant Riemannian Metric, AIRM. Et c'est sur cette métrique qu'en fait va se reposer tous les calculs nécessaires à l'élaboration du SPDNet qu'on a vu précédemment. Dernière chose à savoir, sur des variétés riemanniennes, on définit les mappings, cartographies exponentielles et logarithmiques, qui sont des opérateurs qui nous permettent de passer de la variété au plan tangent en un point et vice-versa. Donc ça s'illustre ici. Ici, on illustre une variété avec un point de référence G, et on va définir exp-G, donc la cartographie exponentielle en G d'un point S appartenant au plan tangent en G, ça va être P, et S et P égale exp-G, enfin ça va dans les deux sens. Voilà. L'exponentielle et le logarithme sont l'inverse l'un de l'autre. Et il se trouve que dans le cas des matrices de covariance, donc dans le cas gaussien,
on a des formules explicites pour ces opérateurs, formules que voici. Voilà, alors maintenant on sait tout pour travailler un peu mieux sur le SPDNet. Alors, dans le SPDNet, on a vu que la couche de projection finale, c'était un logarithme, c'est-à-dire on prenait la matrice de représentation finale, on fait une décomposition en valeur propre et on prend le logarithme. Donc ça revient à ce schéma. Donc on passe en fait de la variété en un espace tangent, qui est un espace euclidien dans lequel on fait la classification. Et en fait, la clé ici, ça va être d'essayer... Voilà, en fait, si on regarde bien la formule du mapping logarithmique et qu'on remplace G, le point de référence G, par la matrice identité, on trouve qu'on retombe sur le logarithme matriciel standard, donc simplement log de P. Et en fait, ça va nous inspirer. Donc ça, c'est le SPDNet tel que défini en 2017. Donc on a une couche de log-eig qui projette la matrice finale en utilisant un simple logarithme matriciel. Mais nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de projeter la matrice en un point de référence qui ne sera pas forcément l'identité. Ce point de référence, ça peut être quelque chose qui va être choisi intelligemment, ça peut être un barycentre, donc on va s'inspirer de la batch norm dans les réseaux classiques, ou ça peut être un point paramétrique entièrement appris par le réseau. Et donc là, je vais détailler les deux contributions que nous avons apportées. Donc la première, ça va être de projeter de remplacer le log-eig par un log-eig barycentrique. Donc on va projeter les matrices SPD dans l'espace tangent au barycentre de ces matrices. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un barycentre de matrice SPD? On pourrait tout simplement dire que c'est la moyenne arithmétique de ces matrices. En réalité, c'est pas si simple, parce que si on se ramène à la définition d'un barycentre, c'est l'argmin de la distance au carré des différents points dont on fait le barycentre. Et effectivement, si la distance, c'est une distance euclidienne classique, l'optimisation de ce problème nous ramène à une moyenne arithmétique. Mais le problème, c'est qu'ici, on va utiliser la distance SPD, la distance de Fisher. Et du coup, cette équation, on ne sait plus la résoudre en fait. Par contre, on sait l'approximer par un processus itératif qui s'appelle le flot de Karcher et qu'on illustre ici. L'idée du flot de Karcher, ça va être de faire des projections successives dans le plan tangent, d'opérer une moyenne arithmétique dans le plan tangent, puis ensuite de reprojeter sur la variété riemannienne. Et ça, pour une variété à courbure négative, c'est prouvé que ça converge, c'est le cas des matrices SPD, donc on arrive à obtenir un barycentre de matrice SPD. Ça, c'est une illustration en 2D, voilà. Et la deuxième idée, ça va être d'apprendre entièrement ce point de référence, G. Donc c'est plus un barycentre, mais c'est un point qui est paramétrisé dans le réseau. Et là encore, il y a une petite subtilité, c'est que ce point, il va être contraint à être lui-même SPD. Et donc ça va être une contrainte dont il va falloir s'occuper dans la rétropropagation du gradient. Ça, on passe. Donc voilà, justement, comment est-ce qu'on fait pour apprendre un SPDNet? Donc il y a deux principaux problèmes qui vont s'ouvrir à nous. La première, ça va être que dans un SPDNet, on a affaire à des fonctions matricielles structurées. C'est-à-dire que la notion de backprop, telle qu'on la connaît, n'est plus de rigueur, elle est mal définie, donc il faut la redéfinir. Et le deuxième problème, c'est qu'on a une optimisation avec des contraintes sur des variétés. On vient de voir ici qu'on peut optimiser avec une contrainte, avec des matrices contraintes à la variété des matrices SPD. Et si on se souvient bien, la couche de transformation BIMAP, le paramètre, le poids, était lui aussi contraint à être une matrice orthogonale. Donc ça aussi, il faut en tenir compte dans l'apprentissage. Alors, sans entrer dans les détails, du coup, il y a effectivement un framework théorique de calcul des gradients sur des fonctions matricielles structurées qui nous permet de redéfinir la backprop dans un SPDNet. Et oui, voilà. Et il existe aussi des techniques qui permettent de contraindre les paramètres d'un réseau à certaines variétés, moyennant certaines formules qu'on expose ici.
Et bon, je suis passé un peu vite sur beaucoup de choses, donc je vais maintenant conclure, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc pour conclure, le sujet était la classification de signaux microdoppler. Tout d'abord, on a proposé un simulateur de signaux radar, donc c'est utile pour benchmarker des modèles d'apprentissage, mais c'est aussi utile pour pré-entraîner des modèles qui faciliteront ensuite la tâche sur de l'apprentissage sur des données réelles. On a ensuite présenté quelques architectures classiques profondes, donc des réseaux récurrents ou des FCN qui permettent la classification entièrement temporelle des signaux microdoppler. On a également montré qu'il était possible d'utiliser des bandes filtres complexes qui, dans certains scénarios, peuvent aider à la performance. On a en parallèle développé des réseaux de neurones SPD, donc, qui travaillent directement sur la covariance du signal. Ce sont des méthodes qui sont très génériques, qui peuvent s'appliquer à beaucoup de types de signaux, beaucoup plus qu'on pourrait le penser. Et finalement, on a proposé une pipeline de classification globale qui prend en compte toutes ces différentes représentations et tous ces différents modèles. Et les expériences ont montré que finalement, cette pipeline pouvait quelque part bénéficier du meilleur de tous les mondes. Et sur ce, je vous remercie de votre attention. Merci Daniel. Alors classiquement, on propose de poser des questions auxquelles Daniel va essayer de répondre. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont des questions? Oui. On n'a qu'un... Oui, bonsoir à tous, oui, merci pour la présentation. J'aurais voulu connaître un petit peu les domaines d'application envisagés à ce type d'études. Moi-même, je suis pilote d'hélicoptère. Je pense que les hélicoptères sont bien perçus par les radars. Alors j'imagine que c'est peut-être pour arriver à identifier correctement de nouveaux types d'engins, type drone, qui eux peut-être arrivent à masquer un certain signal et pouvoir anticiper ce signal pour mieux les reconnaître. C'est comme ça que je le comprends en tout cas. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Alors, je pense que d'autres gens plus qualifiés que moi pourraient répondre mieux, mais je peux quand même répondre. Là, il y a quand même, de ce que j'ai compris, une différence assez fondamentale entre les cibles plus classiques, comme des avions ou des hélicoptères, et les drones, en ce que, d'une part, les drones commencent à franchir les limites de détection radar. Donc, on a des signaux qui sont très brouillés, et on en a beaucoup, et on ne sait pas forcément les discriminer de leur entourage. Par exemple, si on met un drone sous une éolienne, ça va être très difficile de le voir. Et deuxièmement, il y a aussi le fait que les drones, il y en a beaucoup qui sortent. Et donc, il va être difficile, conceptuellement, de développer des modèles un peu faits main, qui vont être modulables, adaptables selon tous ces différents types de modèles qui sortent beaucoup. Par exemple, si on a un espace de cible qui est à peu près figé, donc on va avoir des avions, des hélicoptères et autres, ça peut être envisageable de développer un modèle qui ne sera pas forcément robuste à d'autres choses, parce que justement on n'a pas autre chose. Mais dans le cas des drones, effectivement, on a de plus en plus de choses qui sortent avec des formes bizarres tous les jours. Donc je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est très bien. Merci. Une autre question peut-être? Il n'y a personne qui veut revoir une formule que tu as passée rapidement? Frédéric? Je suis surpris que tu poses des questions sur le sujet, mais... Non, c'est pour montrer le type d'application. Si vous regardez ce que fait Google actuellement, par exemple pour la Google Watch, ils ont développé un radar 60 GHz avec un finéon pour faire de la détection de gestes. Donc vous faites des mouvements devant la montre. La modulation Doppler que vous allez créer avec vos doigts va être reconnue et vous allez pouvoir faire un système d'interaction sans contact avec la montre. Voilà un type d'application qui peut utiliser ce type de technique et qui utilise la modulation Doppler. Anciennement, pour nos petits radars de champ de bataille, on transcrivait les modulations Doppler en modulation acoustique. Et donc le fantassin mettait un casque et il écoutait les modulations Doppler.
Donc il entendait bou, 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 bou. Ah tiens, ça c'est un char. Ah non, là c'est 2 fantassins qui marchent. Ah non, là c'est 3 fantassins qui courent. Voilà, donc l'oreille arrivait à reconnaître. Donc ça nous a donné, je pense, l'intérêt de se dire, si on sait le reconnaître à l'oreille, on doit pouvoir développer des algorithmes pour faire cette reconnaissance. Après, il y a d'autres applications pour des données acoustiques aussi, pas simplement en Doppler, mais plutôt sur des données non structurées, donc les données environnementales. Voilà, vous allez reconnaître un coup de fusil ou un bris de glace. Voilà, donc plutôt des données non structurées. Ce type de technique peut être utilisé pour reconnaître ce type de modulation. Et voilà. Donc après, il peut y avoir d'autres applications radar pour d'autres types de modulation Doppler qui peuvent être créées. Donc, Daniel a parlé des éoliennes. Donc, on a des collègues à Thales Hollande qui travaillent aussi sur l'aspect éolien. Voilà, donc différents types d'objets qui peuvent créer des modulations. Et puis après, on a des faux échos aussi qui donnent le même type de modulation que les drones. Donc vous prenez une soufflerie d'air climatisé sur un toit. Si on la voit avec le radar, on va avoir un truc tournant et on va avoir des modulations Doppler. Et donc il va falloir les reconnaître de drones en fait. Après, les challenges qu'on a actuellement, c'est d'essayer aussi à terme de reconnaître la charge utile du drone. Payloads en anglais, donc c'est de dire s'il faut que je reconnaisse un drone qui a 2 kilos de charge utile ou 10 kilos de charge utile, c'est pas la même chose, surtout s'il est menaçant. Et puis on regarde aussi des choses sur la reconnaissance sur la cinématique, donc ça va en plus du Doppler, essayer de reconnaître sur la cinématique du drone, est-ce qu'on peut le reconnaître sur sa cinématique. Voilà, en particulier pour le discriminer avec des oiseaux. Donc les oiseaux, ça bat des ailes, donc ça a aussi des modulations Doppler, mais ça a des trajectoires cinématiques très particulières. Voilà, donc c'était des compléments un petit peu sur le contexte d'emploi de ces types d'outils. Je vous ai pas présenté Frédéric tout à l'heure. Je ne sais pas si ça a été fait depuis puisque je suis sorti, mais Frédéric Barbaresco s'occupe d'activités autour de l'intelligence artificielle au sein à la fois du groupe Thales, donc au niveau du groupe, sur les activités sensing, si j'ai bien retenu ce que tu m'as dit tout à l'heure, et également au sein de l'AGBU, donc de l'unité d'affaires globale à laquelle appartient également Daniel, donc Thales Land and Air System. Voilà, donc la présentation de Frédéric est faite. D'autres questions? Oui, Louis-Marie. Bonjour Daniel. Du coup, je voulais savoir, en fait, du coup, tu n'as pas beaucoup parlé après des RNN sur les spectres de fréquences. Tu as des éléments de comparaison justement entre l'approche RNN et les FCN? La réponse est oui. En fait, c'était le premier graphe qui s'affichait pas. Et en gros, j'en ai pas reparlé parce qu'il semblait marcher moins bien. Et après, ça peut être une préférence personnelle. Mais aussi, ce qui se passe, bon, j'ai pas tout dit sur SPDNet, c'est que là, en ce moment, on fait des réseaux récurrents, mais SPDNet. Et aussi des réseaux de convolution SPDNet. Donc, c'est encore en développement, donc j'en ai pas parlé. Mais c'est plutôt vers là que tendent les récents efforts. Mais ouais, sinon, les réseaux de convolution, ils semblaient mieux marcher que les réseaux récurrents, pour moi en tout cas. Oui. D'autres questions? Oui. J'ai remarqué qu'il y avait un petit effet latence entre la question et la main qui se lève, mais c'est à chaque question comme ça. Merci. Bonjour. Est-ce qu'on a pu remarquer quels sont les niveaux d'écart de performance qu'on a pu observer lorsqu'on utilise une estimation classique de la matrice de covariance ou une estimation riemannienne?
Alors, qu'entendez-vous par une estimation Riemannienne? Je vais te demander de répéter la question parce qu'en fait, comme c'est enregistré, si tu parles pas dans le micro, personne t'entend. C'était juste une question de Béotien là pour savoir si tu avais testé simplement des distances euclidiennes pour comparer les matrices de covariance entre elles et est-ce que ça détériore beaucoup les performances, quoi. Alors, la métrique riemannienne, elle intervient à deux niveaux. Il y a un premier niveau qui va être les distances entre matrices. Et là, on observe, alors j'ai un graphe que je n'ai pas affiché ici, une courbe que je n'ai pas là, mais qui, on voit effectivement qu'utiliser la métrique riemannienne, ça marche mieux. Pas beaucoup mieux, mais ça marche quand même mieux dans la plupart des cas. Enfin, dans tous les cas, un peu mieux. Et par contre, une chose où la métrique riemannienne, où utiliser la métrique riemannienne apporte de grandes performances, ou plutôt ne pas l'utiliser diminue beaucoup la performance, c'est dans la couche de projection euclidienne. Si on n'utilise pas, si on ne fait pas de logarithme de matrice, ou les versions que j'ai présentées à la fin, là les performances se détériorent beaucoup. Donc voilà, il y a ces deux choses. D'autres questions? Il semblerait que c'est la dernière. Comme habituellement, et ça c'est pas une nouveauté par rapport à ce que je disais au démarrage de ce meet-up, vous serez invité à un pot qui aura lieu en bas près de l'entrée. Mais avant ça, Cécile, qui malheureusement n'était pas là au départ, va vous dire quelques mots sur l'INRIA, je crois. Merci. Oui, bonsoir. Donc Cécile Martin, INRIA Rennes. Donc je travaille au service transfert innovation et partenariat pour INRIA et je voulais juste vous dire qu'on était ravis d'accueillir ici ce premier meet-up machine learning pour l'accueil INRIA. Donc INRIA, très rapidement, je ne vais pas vous retenir d'aller boire un verre pour continuer les discussions. Autour du sujet de ce soir, mais donc juste pour vous préciser un petit peu où est-ce que vous êtes ici, donc c'est un bâtiment, un centre de recherche public. INRIA est un institut de recherche public dédié aux sciences du numérique. Ce bâtiment ici est commun INRIA IRISA, donc les 34 équipes de recherche qui travaillent ici ont 8 tutelles de recherche, le CNRS, l'ENS, Centrale Supélec et donc INRIA. Et donc on est ravis d'accueillir ces meet-up pour quelques éditions par an. On espère pouvoir renouveler l'occasion. Pour rappel, INRIA est l'institut à l'origine de Scikit-learn. C'était un projet initié en 2007 par une équipe d'INRIA Saclay. Et la plupart des équipes de recherche ici à INRIA Rennes sont soit utilisatrices de techniques de machine learning et d'intelligence artificielle au sens large, soit contributrices sur ces techniques. Elles font vraiment évoluer les techniques de machine learning et d'intelligence artificielle. Voilà, je vais rester moi aussi au pot, donc si vous voulez discuter plus largement des équipes qui sont présentes ici sur ce bâtiment ou de comment on peut collaborer avec les instituts de recherche, je serai disponible en bas. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Cécile. Alors, j'aurais bien voulu donner le micro à Camille, mais elle est partie, parce que j'ai plus en tête le prochain meet-up. Je crois qu'il n'est pas encore programmé. On sait ce que ce sera, mais je ne vais pas en parler. Il y a juste un petit souci sur la date et le créneau horaire qui reste à être réglé d'ici quelques jours, j'espère. Et j'espère qu'on vous y verra. Ce sera peut-être pas ici, ce sera peut-être ici. On verra dans les prochains jours. Merci à tous, en tout cas.